Bonjour et bienvenue sur cette session pendant laquelle on va essayer d'aborder ensemble le sujet des fausses bonnes idées, principalement autour de la performance. Voilà. Alors Jean-Pierre l'a redit ce matin, à chaque fois que vous faites une session, vous participez à une session, vous allez le voir, on remercie les différents sponsors grâce à qui l'événement est gratuit. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Merci les sponsors. Alors, je me présente rapidement. Je suis Benjamin Vezan. Je suis consultant dans le domaine des bases de données depuis une quinzaine d'années maintenant. Ça fait 5 ans que je suis consultant dans une société qui s'appelle CapData, dans laquelle travaille entre autres David Bafelev, que vous avez pu voir si vous étiez présent sur la session sur le parallélisme. Et CapData, c'est la filiale Data Management d'une société un petit peu plus grosse qui s'appelle Osmosium. Vite fait les présentations. Ce qui vous intéresse peut-être un petit peu plus, c'est qu'on a un blog, blogcapdata.fr, sur lequel on essaye de pousser des articles, de pousser éventuellement des vidéos. Les vidéos qui sont reprises sur la chaîne YouTube CapData TV. Sur cette chaîne YouTube, vous allez trouver les webcasts principalement qu'on fait David, et chaque fois qu'on essaie de faire des conférences, soit on les filme au moment de la session, soit on essaye de les re-shooter derrière. Donc vous allez trouver quelques vidéos sur différentes sessions sur la chaîne CapData TV de YouTube. Alors, on est ensemble pour un petit peu moins d'une heure, et voilà les sujets qu'on va essayer d'aborder. Donc on va commencer par voir un peu ensemble ce que c'est qu'une fausse bonne idée. Et puis ensuite, ça va être démo. Voilà. Plutôt que de faire trop de théorie, je préfère vous montrer des mauvais exemples. Ça devrait être un petit peu plus parlant, rester un peu plus dans les mémoires, que de faire trop de théorie. Eh bien, on est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'une fausse bonne idée? Je serais tenté de dire une fausse bonne idée, c'est une idée qui n'est pas la vôtre. Il faut être un peu égoïste. Une fausse bonne idée, c'est l'idée qui consiste à appliquer une solution qui est empirique, ou beaucoup trop souvent, à suivre les conseils d'une source externe. Alors une source externe, moi ma référence de source externe dans laquelle on trouve énormément de bêtises, c'est le net, les blogs et les forums principalement. Alors on a pas mal de mythes et d'idées reçues qui ont la vie dure avec SQL Server. Ça tient à pas mal de choses. Déjà la première, c'est que SQL Server, c'est un moteur qui commence à être, on va pas dire âgé, on va dire arrivé à maturité. Mine de rien, si on regarde derrière, on a 7 versions au moins de SQL Server, cette version aboutie, on va dire, de SQL Server sur plus de 20 ans. Donc ça commence à faire un moteur qui a pas mal évolué. Il a suffisamment évolué pour que certaines faiblesses ou certaines lacunes des anciennes versions n'aient plus cours aujourd'hui. Et pire, les solutions historiques de résolution de problèmes, elles peuvent ne pas être applicables sur les problèmes actuels. Et dans certains cas, elles peuvent même être contre-productives sur un problème de perf, sur une version récente. Alors, quand je vous disais tout à l'heure, les mauvaises idées, c'était souvent des idées qui avaient pour source le net. Il y a beaucoup d'informations incorrectes qui vont être suivies. La source de ces mauvaises informations, c'est souvent le net. Alors pourquoi? Parce qu'on va avoir affaire souvent à des articles qui sont anciens et qui sont devenus obsolètes à mesure que les versions de SQL Server avancent et à mesure que certains problèmes ont été naturellement corrigés ou simplement que l'implémentation a changé. On a aussi un gros problème sur le net qui est la confusion quand on a des experts qui ont des avis tranchés. Et si vous fréquentez un peu les forums, vous apercevez que des discussions d'experts un peu mouvementées, il y en a beaucoup. Donc on se retrouve avec des avis opposés, des avis conflictuels, et puis le lecteur qui se retrouve au milieu de tout ça est un petit peu perdu. Et puis il y a une grande règle du net qui dit nombre d'apparitions fait loi. Plus je suis visible sur le net, plus ce que je dis c'est une vérité absolue. Je ne vais pas donner de nom parce que je ne veux pas froisser du monde. Mais voilà, on se retrouve trop souvent avec des informations qui sont relayées, donc des informations fausses qui sont relayées très souvent, et on se retrouve à vouloir appliquer à vouloir suivre ces informations simplement parce qu'elles sont très très visibles sur le net. On a aussi dans la série, dans les sources des mythes et d'idées qu'on la vie dure, on a un problème qui consiste dans le fait que Microsoft, quand on a des previews de nouvelles versions, quand on a des CTP qui sortent, on a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et ces fonctionnalités,
elles sont relayées avant la sortie officielle, avant que beaucoup de gens aient pu tester ces fonctionnalités. Et du coup, on se retrouve avec une espèce d'information qui n'est pas vraiment testée, qui devient une rumeur, une espèce de fantasme. Et rapidement, ou trop souvent en tout cas, eh ben, ces nouvelles fonctionnalités, elles vont se transformer en des solutions universelles aux problèmes de performance. Donc ça encore, le fait de relayer une information soit incomplète, soit non validée sur le net, eh ben, ça va propager ce genre de phénomène. Alors deux exemples parmi tant d'autres, j'ai choisi les Column Stored Index, donc arrivé avec SQL Server 2012. Les Column Stored Index, si vous regardez pas mal de présentations avant que 2012 sorte, on vous disait que tout ce qui était Data Warehouse, maintenant, il suffisait de transformer nos tables en tables avec du Column Stored Index et vous verrez, il n'y aurait plus aucun problème. Bien entendu, avec du recul, on s'aperçoit que ça résout beaucoup de soucis, mais que c'est loin d'être une solution universelle. Pareil, le Snapshot Isolation Transaction Level, le fait de faire de la concurrence, des méthodes de concurrence optimistes, pour s'aligner un petit peu sur la gestion de concurrence par Oracle, ce n'est pas une solution universelle, parce que bien entendu, il y a un coût à maintenir les différentes versions. Voilà. Je n'ai cité que ces exemples-là, mais une nouvelle fonctionnalité qui, par le fait de relais d'informations qui sont incomplètes et surtout qui ne sont pas validées, deviennent une solution universelle. Et puis, le dernier point qui va faire qu'on a des mythes qui ont la vie dure, eh bien, c'est qu'on va avoir un amalgame des fois entre les moteurs de base de données. SQL Server, c'est un moteur de base de données. Il est implémenté de manière unique. Donc, les préconisations qui vont concerner la résolution de problèmes sur d'autres bases de données ne sont pas forcément applicables sur SQL Server. Bien sûr, si on parle de problèmes, de mécanismes simples et un peu universels de résolution, comme tout ce qui est gestion des index, il y a de grandes chances que ce qui s'applique à Oracle, MySQL, à Sybase s'applique aussi à SQL Server. Par contre, si on commence à travailler sur la concurrence d'accès, ne regardez pas des préconisations Oracle pour faire du SQL Server. Si on regarde des mécanismes d'escalade de verrou, si on regarde la gestion du parallélisme, David Bafaloff fait des belles présentations ce matin sur le sujet. Si on regarde aussi les sujets de fragmentation, par exemple, on s'aperçoit que SQL Server se comporte de manière unique sur tous ces sujets-là. Donc si vous voulez suivre des recommandations sur la fragmentation qui viennent du monde Oracle, et que vous les appliquez sur SQL Server, ça peut être contre-performant potentiellement. Alors, on essaye, quand on veut faire de la résolution un peu structurée de problèmes, d'opposer les mécanismes empiriques et les mécanismes, ou la méthode empirique et la méthode analytique. Si on n'analyse pas la cause exacte d'un problème, il y a un risque non négligeable qu'on passe à côté de la cause racine et du coup qu'on ne résolve pas le problème. Donc ça, ce n'est pas forcément le plus grave. Le plus grave, c'est qu'en appliquant une solution empirique, il y a quand même un risque de dégrader la situation, donc d'aggraver notre problème. C'est très concrètement 5 illustrations de cette application empirique que je vais essayer de vous montrer au travers des différentes démonstrations. Donc, avant d'attaquer les démonstrations, je suis sur une pente savonneuse. Pourquoi? Parce que les démonstrations que je vais vous faire, elles sont faites avec un ordinateur portable. Elles sont faites avec une machine virtuelle qui héberge SQL Server. Sur l'ordinateur portable, j'ai la chance d'avoir des disques SSD, donc c'est bien pour le quotidien. Maintenant, quand on va essayer de montrer des problèmes de perf liés aux I/O, c'est vachement plus difficile. Et puis, bien entendu, je vais pas mal solliciter les ressources. On va voir dans certains TP, la situation initiale, c'est j'ai une saturation complète de CPU. Si en plus, on se retrouve avec des scénarios qui sont assez particuliers, puisque justement, j'essaie de prendre des contre-exemples des grandes vérités que vous allez trouver sur le net, mais s'il y a des grandes vérités, c'est quand même, elles s'appliquent de temps en temps. Donc, j'essaye de titiller un peu le moteur. Donc, tout ça fait qu'il y a plusieurs des TP qui ont des chances de ne pas fonctionner aussi bien que je le voudrais. J'espère qu'ils vont fonctionner au moins partiellement, bon, mais il ne faudra pas m'en vouloir si j'ai des TP qui ne marchent pas du tout. J'espère que ça n'arrivera pas. Alors, on va commencer avec la première démo. Donc la première démo, c'est les variables de type table. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les variables de type table, c'est quelque chose qui a été introduit. Alors, ça a été introduit en version 2000 de SQL Server, ça a été mis en avant avec la version 2005. Et là, on est typiquement dans le phénomène du fantasme. On nous parle d'une variable de type table. Donc la variable, ça devient quelque chose qui est en mémoire. Donc pour une partie de la communauté, la variable de type table, c'était une table en mémoire. Si on a une table en mémoire, forcément, il y a beaucoup d'accès qui vont être simplifiés. Donc on va avoir des traitements qui vont être bien plus rapides avec une variable de type table qu'avec nos vieilles tables temporaires. On va voir si c'est vrai tout ça.
Alors, j'initialise ma démo. Hop. Et puis, je vais lancer un traitement. Alors, ce traitement, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va créer une table temporaire. Cette table temporaire, il va la peupler. Alors, pardon. J'ai la création de la table temporaire. Je peuple la table temporaire avec des informations de sysmessages. Et puis ensuite, j'exécute une requête. Hop, en faisant une jointure entre sysmessages et la table que je viens de créer. Bon, la requête ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est le temps d'exécution. Alors, si je regarde un peu le temps d'exécution, la création de ma table, elle a été quasi instantanée. Vous voyez bien là, jusqu'au fond, tout va bien? Impeccable. La partie insertion, elle a été assez longue. Elle a duré une vingtaine de secondes. Et puis, la partie requête en elle-même, elle a duré un petit peu plus de 4 secondes. Okay. Donc 4 secondes, j'ai brassé environ 84 000 pages de données. Voilà, le plan d'exécution, il est ici. Bon, il ne m'intéresse pas plus que ça. Alors, hop, je supprime ma table, je ne sais plus si je l'avais fait ou pas. Oui, je l'avais fait. Et donc, on regarde les variables de type table. Donc, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de créer une table temporaire, je déclare une variable. Et ensuite, je fais une insertion et je fais une jointure avec ma variable de type table. Et donc, je vais m'intéresser au temps de l'exécution. Donc, intuitivement, si on a suivi cette idée selon laquelle une variable de type table, c'est une structure qui est en mémoire, au même titre que les variables classiques, on devrait avoir un temps d'exécution qui est beaucoup plus faible qu'avec notre classique table temporaire. Alors, je ne me serais pas embêté à faire une démo si c'était vrai. Hop. Donc, le temps total d'exécution, c'est pas fini d'ailleurs. On a affiché les premières lignes, mais c'est pas fini. Alors, la création de ma variable, elle a mis 0 millisecondes. Okay. La population de ma table, on était à 22 secondes, là on est à 24 secondes. Okay. C'est quand même le même ordre de grandeur. On va faire comme si on n'avait pas vu les stats qu'il y a au-dessus. Par contre, quand on regarde l'exécution, alors j'ai mis un temps à peu près similaire, mais surtout, là, hop, j'ai une information qui me dit que je viens de brasser une table temporaire. Donc, si vous aviez encore un doute sur le fait qu'une variable de type table était une table temporaire, là c'est fini, vous n'en avez plus. Okay, donc on a une table qui a un nom un peu barbare, qui est bien une table temporaire, qui est bien brassée de la même façon, hein, donc c'est le même nombre de pages qui sont lues. Okay, donc ma variable de type table, c'est une table temporaire. Mais c'est pire que ça. Si avec ça, ça ne serait pas trop grave. Ce qui est pire, alors il faut que je la retrouve ma table, où est-ce qu'elle est? Hop, elle est ici. Le pire, c'est que ce n'est pas juste une table temporaire, c'est une table temporaire un peu amoindrie. Pourquoi est-ce qu'elle est amoindrie? Parce qu'en fait, sur cette table temporaire, on ne peut pas créer de statistiques. Donc, si je regarde ce que l'optimizer a utilisé comme information, il n'avait pas de statistiques, donc il a dit qu'il estimait qu'il y avait une ligne dans sa table. Et en fait, il se retrouve avec 11 000 lignes. Okay, donc ma variable de type table, du coup, ce n'est pas du tout adapté à l'utilisation que j'ai voulu en faire. Je vous ai convaincu qu'une variable de type table, c'était pas terrible quand on brassait beaucoup de données, ça va? Alors, pour ne pas rester sur quelque chose de trop négatif, dans les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps, tout le monde, j'espère, a entendu parler d'Hekaton. Donc, avec Hekaton, donc les Memory Optimized for OLTP, eh bien, on va créer une table en mémoire, une vraie table en mémoire. Donc là, j'ai créé une base de données que j'appelle DB Memory. Je lui ai dit qu'elle allait contenir des tables en mémoire. Et puis, je vais recréer ma base. Alors, par contre, là, j'ai 1 giga de configuration sur mon instance pour faire tourner la démo sans que la requête crache. Mais il faut que je pousse à 2 gigas la mémoire allouée à mon instance. Et puis, hop, je réexécute la même chose. Hein. Donc, au lieu de créer une table classique ou une variable de type table, eh bien, ce que je crée, c'est... Ah, je ne le vois pas ici. Ce que je crée, c'est une table, mais qui a les propriétés de stockage Memory Optimized On, Durability égale Schema Only. Donc, ça veut dire que je ne vais pas faire persister sur disque les données. Donc, les données vont bien rester en mémoire.
et puis je la manipule de manière tout à fait logique, enfin tout à fait classique. Je fais un insert into classique, et puis ma requête, c'est toujours la même. Et bien là, je m'aperçois que la création, elle a pris du temps. C'est la création de la structure. L'insertion, elle a mis que 7 secondes au lieu de mettre une vingtaine de secondes. Et puis, le select, il a mis moins d'une seconde. Alors, les statistiques sur les I/O ne sont pas pertinents a priori parce que cette statistique I/O ne sait pas gérer du brassage de données sur des tables qui seraient en mémoire. Donc, on ne va pas forcément s'y fier. Mais la différence de temps d'exécution est suffisamment parlante. Ben voilà. Hop. Donc je redescends la mémoire. Allo à mon serveur, je supprime ma table. Puis comme je suis un filou, je lance déjà la requête pour la prochaine démo. Voilà, hop. Donc ce qu'on apprend de cette démo, c'est qu'une variable de type table, ce n'est pas une table en mémoire. Contrairement à ce qui a pu être mis en avant sur pas mal de blogs. Il y a un vrai gros problème, c'est qu'on n'a pas de statistiques possibles sur ce type de table, enfin sur ce type de variable. Donc très clairement, ce n'est pas adapté à de la grosse volumétrie. J'avais un doute sur le fait qu'on puisse ou non créer un index. A priori, on a un MCM qui m'a dit qu'on pouvait créer un index. Donc je ne dis rien dessus. Donc on peut créer un index sur une variable de type table, mais de la même façon, cet index n'aura pas de stat. Donc ça ne va pas forcément plus nous avancer. Pardon? Uniquement des prérequis, merci. Mais bon, tout n'est pas si dramatique. À partir de 2014 et en édition Enterprise, eh bien, vous avez la mise à disposition des tables en mémoire grâce au moteur Ekata. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur cette première démo? Ok, on passe à la suite alors. On vous a dit qu'on allait enchaîner les démos. Deuxième démo, CXPacket. Alors, pour le CXPacket, je vais commencer par m'assurer que j'ai bien positionné la configuration de mon instance avec les valeurs par défaut. Donc, vous avez tous suivi au cours de la session de David ce matin. Certains l'ont fait. Vous vous souvenez que David a dit que la valeur par défaut du max degree of parallélisme, c'était 0. Que la valeur par défaut du cost threshold for parallélisme, qui historiquement, sur un Pentium 200, correspondait à des secondes, elle était à 5. Donc, je réinitialise ces valeurs. Et puis, hop. Comme je vais regarder un petit peu les attentes, je réinitialise mon compteur de perf. Alors, je vais utiliser SQL Query Stress pour exécuter 2 requêtes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SQL Query Stress, c'est une petite application qui a été créée par Adam Mechanic qui va permettre, comme son nom l'indique, de stresser une instance de base de données en lui envoyant une requête ou un batch qui va être, donc en lui envoyant un batch qui va être exécuté un certain nombre de fois et on a la possibilité de le lancer en parallèle. Et puis, à mesure de l'exécution, eh ben, on va avoir des infos sur la progression, sur le temps moyen d'exécution de ma requête, etc., etc. Alors, j'ai une petite requête et ce qui m'intéresse, c'est son temps moyen d'exécution. Son temps moyen d'exécution, là, il tourne autour de 7 dixièmes de seconde par exécution. Okay. Si je regarde, je fais une bêtise, je vais continuer à le lancer. Hop. Si je regarde cette petite requête, pendant qu'elle tourne, je vois des attentes de type CXPacket. Alors je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec cette DMV qui s'appelle sysdm OS Waiting Stats, pardon. Vous en avez à peu près tous entendu parler? Ouais. Okay. Donc, concrètement, quand on exécute une requête, c'est un certain nombre de tâches. Les tâches, quand elles ne s'exécutent pas, elles sont en train d'attendre quelque chose. Et quand elles attendent quelque chose, on va avoir nos informations en sysdm OS Waiting Tasks. Donc si je regarde un peu cette vue-là, je m'aperçois que j'ai des requêtes qui attendent sur du CXPacket. CXPacket, la bête noire de SQL Server, la bête noire des forums en fait, parce que SQL Server s'en fout un petit peu de cette attente. Et puis, si je regarde dans une autre vue qui s'appelle sysdm OS Wait Stats, je vais avoir un agrégat de toutes les attentes depuis que j'ai réinitialisé. Et tout à l'heure, je vous ai dit que je réinitialisais mes compteurs de perf. Donc ça, j'ai juste demandé
à SQL Server de remettre à zéro toutes les valeurs qui étaient contenues là-dedans. Donc si je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des attentes globales, eh ben, je m'aperçois toujours ma bête noire que j'ai du CX packet. Et puis là, j'étais à 126 secondes d'attente du CX packet. Donc bien entendu, 126 secondes, c'est énorme, ça ne va pas du tout. Bon. Ça, c'était juste l'exécution de la petite requête. Je vais exécuter maintenant la grosse requête. Alors, comme les premières exécutions vont plutôt tirer sur les disques, je vais annuler rapidement mon batch et revenir à une exécution classique. Voilà, pour avoir un temps de réponse qui correspond à peu près à ce que je cherchais. Donc j'ai l'exécution de cette grosse requête qui, en temps moyen, tourne autour de 0,45 secondes. Encore une fois, si je m'intéresse aux attentes à un instant T, je vois encore du CX packet. Il y en a moins a priori, mais j'en vois quand même. Et puis, je n'ai pas réinitialisé mes attentes tout à l'heure, mais si je vois, CX packet continue à pas mal augmenter. Puis, il y a une deuxième attente là, SOS Scheduler Yield. Alors, je ne sais pas qui sait à quoi ça correspond cette attente. Okay. Ça veut dire en quelques mots que j'ai des tâches qui travaillent qui sont en état running, donc qui sont en train de consommer du CPU. Et puis au moment de sortir, elles se signalent aux petites copines. Et quand on a une attente au moment de ce signalement, eh ben, l'attente elle est catégorisée SOS Scheduler Yield. Donc si j'ai beaucoup de cette attente, ça veut dire que j'ai quand même pas mal de tâches qui s'exécutent un petit peu en CPU, puis qui vont sortir, qui demandent aux autres de venir travailler dans le CPU, etc. Donc ça veut dire que je stresse quand même pas mal mes processeurs. Est-ce que j'ai arrêté la grosse requête? Elle s'est arrêtée toute seule, fabuleux. Donc, je regarde le degré de parallélisme. Effectivement, je l'avais mis à 0, c'est pas une surprise. Je me renseigne un petit peu sur le net, je vais sur des forums francophones ou anglophones, et on m'explique que le parallélisme, c'est le mal. Quand j'ai beaucoup de CX packets, eh ben, il faut absolument que je fasse la solution ultime, et la solution ultime, c'est j'empêche le parallélisme, donc je mets max degree of parallélisme à 1. Si vous avez suivi le cours de David de ce matin, vous savez que c'est une énorme bêtise. Mais bon, comme on est là pour enfoncer les portes, eh ben on va essayer. Donc, hop, je force mon degré de parallélisme à 1. Je réinitialise mes compteurs de perf. Et puis je relance mes requêtes. Donc la petite requête, je la relance. Bon. C'est pas mal, j'étais à 7 dixièmes et demi de seconde, je crois, par exécution en moyenne. Là, je suis à 8,5. Ça va, je n'ai pas spécialement perdu, je n'ai pas spécialement gagné. Ça reste un peu kiff-kiff. Si je regarde les attentes, par contre, c'est fabuleux. J'avais du CX packet, j'en ai plus. Okay. C'est une grande victoire. C'est génial. Donc, je vais l'arrêter. Puis, je vais exécuter la grosse requête. Même chose, si je regarde la grosse requête, pas d'attente. Mon CX packet a disparu, franchement. J'ai bien fait de suivre les conseils qui étaient proposés sur ce forum parce que là, j'ai vraiment tout gagné. Je vais peut-être regarder quand même le temps de réponse. Ah oui, tout à l'heure, j'étais à moins d'une demi-seconde pour une exécution et là, je suis presque à 1 seconde pour une exécution. Donc ma grosse requête, elle a quand même pris une bonne claque en termes de temps d'exécution. Si je regarde les attentes, effectivement, j'ai plus grand chose. Mon fameux CX packet a disparu, SOS Scheduler Yield, il a disparu aussi. C'est à peu près logique puisque ça veut dire que chacune des requêtes, au moment de s'exécuter, elle va s'accaparer un CPU, elle va faire tout ce qu'elle peut. Donc j'ai pas beaucoup d'échanges, j'ai pas beaucoup de requêtes, enfin de tâches pardon, qui vont sortir de la file d'exécution. Donc bon, globalement, si j'essaye de faire un bilan, la petite requête, elle n'a pas beaucoup perdu. Bon, par contre, j'ai presque éliminé, donc j'ai éliminé le CX packet bien sûr, j'ai presque éliminé ce SOS Scheduler Yield, donc a priori je sollicite moins fort les CPU, mais par contre ma grosse requête, elle a vraiment pris une claque en termes de temps d'exécution. Donc mine de rien, ce qu'on m'avait proposé sur le net,
c'est pas vraiment applicable. C'était au final beaucoup trop global comme recommandation. Donc vous avez suivi le cours de David. David vous a dit qu'on avait d'autres leviers que le max degree of parallélisme. On en avait deux principaux. Le premier, c'est de jouer sur le seuil à partir duquel va se déclencher le parallélisme, donc le seuil en termes de coût d'une requête. Et puis le deuxième, c'est d'utiliser éventuellement l'option, le int maxDop, spécifiquement pour une requête. Là, on va partir du principe que je n'ai pas trop accès au code, donc je ne vais pas pouvoir jouer avec l'option maxDop dans l'exécution de mes requêtes. Donc je vais regarder plutôt le seuil à partir duquel je vais paralléliser. Donc très concrètement, ma petite requête, c'est peut-être pas plus mal qu'elle ne parallélise pas, parce que j'engorge moins les CPU. Et la grosse requête, par contre, si elle ne parallélise pas, eh ben, j'ai des vrais problèmes de temps de réponse. Donc je regarde la valeur actuelle du cost threshold for parallélisme, elle est à 5. Et puis j'exécute ma première requête en regardant son plan d'exécution. La première requête, bon, je vois bien qu'elle parallélise, puisque mes opérateurs, qui ne sont pas des opérateurs parallèles, mais on parallélise en tout cas. Et si je regarde le coût de ma requête, bon, bah, c'est que je dois être au-dessus de 5. Ah bah non, tiens. Je suis pas au-dessus de 5, j'ai un coût de 4, et pourtant, j'ai parallélisé. Alors, est-ce que vous avez une idée de pourquoi je me retrouve avec une requête qui est parallélisée, alors que très clairement, je vous ai montré tout à l'heure, le cost threshold il était à 5, et le coût de ma requête il est à 4. Ouais. Exactement, parce que le coût séquentiel, eh ben, on va voir qu'il est supérieur à 5. Et pour s'en assurer, on va exécuter la requête avec l'option maxDop à 1, puis on va regarder son coût. Donc si je regarde le coût de ma requête, en empêchant le parallélisme, eh j'ai un coût de 6,7. OK? Donc, très concrètement, si je veux que cette requête ne parallélise pas, en jouant avec le cost threshold for parallélisme, il faut que je le pousse au moins à 7. C'est une valeur entière. Et puis je vais regarder le coût de la grosse requête. La grosse requête, on a dit que c'était intéressant qu'elle parallélise. Alors, la grosse requête, elle parallélise. Alors j'ai un peu triché ici. Encore en référence au cours de David de ce matin. Il vous a dit qu'il y a des situations dans lesquelles on ne comprend pas pourquoi le moteur ne parallélise pas. Je me suis retrouvé aussi dans cette situation-là. Donc pour l'inviter gentiment à explorer les voies en parallèle, j'ai été obligé de lui mettre une option, enfin de mettre une trace spécifique à cette requête. Donc c'est un peu triché, on va dire que c'est pour la bonne cause. Donc effectivement, cette requête-là, elle parallélise. Si je regarde son plan, il est de 111, donc on est bien loin des 6 ou 7 pour la petite requête. Donc ça veut dire que concrètement, il suffit que je mette un cost threshold for parallélisme qui est compris entre 7 et 110 pour que la petite requête cesse de paralléliser, donc cesse de monopoliser les CPU, et qu'en même temps, la grosse requête puisse paralléliser, donc puisse bénéficier du parallélisme pour réduire son temps de traitement. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, hop, je pousse le cost threshold for parallélisme à 7, donc la première valeur qui est au-dessus du plan non parallèle de la requête de tout à l'heure. Je réinitialise mes compteurs de perf, puis je relance les requêtes. Donc la petite requête, elle va avoir un temps de réponse qui devra se stabiliser autour de 0,85. Là, ça descend tout doucement. Bon, 0,85, 0,87, c'est au final le temps moyen d'exécution du plan non parallèle qu'on a vu tout à l'heure. Pas trop de surprise. Et puis, hop, la grosse requête, si je ne me suis pas trompé, voilà, elle est plus à un temps moyen d'exécution qui était proche d'une seconde, elle est revenue à son temps d'exécution qui était de l'ordre d'une demi-seconde. Donc on va se dire, oui, mais là, du coup, j'ai quand même perdu sur le temps d'exécution de la petite requête. Alors, si je regarde les attentes, non, j'ai plus d'attente parce que j'ai arrêté mes requêtes. Par contre, si je regarde les attentes agrégées, je m'aperçois que mon SOS scheduler yield, il existe, mais il est quand même pas dans les proportions qu'on avait vues tout à l'heure. Donc concrètement, j'ai perdu un petit peu sur le temps de réponse de ma petite requête, j'ai gagné sur le temps de réponse de la grosse requête, et je n'engorge pas tant que ça les CPU, puisque j'ai une attente de type SOS scheduler yield qui est raisonnable.
voilà pour cette démo sur la partie parallélisme. Alors bien entendu, je blâme le max degree of parallélisme en disant attention, ça s'applique à toute votre instance, il ne faut pas le faire. J'utilise un mécanisme qui est un petit peu moins intrusif, mais qui n'est quand même pas aussi spécifique que si j'avais mis le maxdop à 1 sur une requête. Hein, j'ai quand même dit toutes les requêtes qui auraient un coût inférieur à 7, il ne faut même pas explorer le parallélisme. Donc là, il est quand même possible que j'ai des requêtes qui se retrouvent pénalisées par la modification que je viens de faire. Et bien voilà pour cette seconde démo. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Ok. Donc si on fait un petit débriefing de cette démo, donc la fausse bonne idée, bien sûr, ça a été de suivre le méchant forum qui m'a dit de pousser max degree of parallélisme à 1 sur toute mon instance, donc d'empêcher complètement le parallélisme. L'attitude correcte, ben, c'est de comprendre les raisons du CX packet. Alors je dirais la première attitude, c'est pas s'inquiéter quand on a du CX packet, ça veut juste dire que SQL Server fait son boulot. Ensuite, on essaie de comprendre les raisons du CX packet, on essaie de voir les requêtes qui sont potentiellement en cause. Si vraiment on estime qu'on a besoin de réduire le parallélisme parce que le parallélisme a une incidence soit sur les temps de réponse, soit sur la contention CPU, eh ben on va utiliser les leviers cost threshold for parallélisme et le int maxdop à 1. Le int, soit on l'écrit dans la requête, soit on va utiliser des plant guides par exemple pour qu'il soit effectif a posteriori quand on n'a pas accès au code de la requête. Je ne vous avais pas menti en vous disant qu'on allait enchaîner les démos. Donc là, troisième démo, ça va être maintenant Async Network I/O. Alors pour cette démo, hop, je vais arrêter Management Studio. J'ai plus mes petits SQL Query Stress qui tournent. Je vais travailler directement sur la machine virtuelle. Voilà. Hop. Donc j'ai juste ouvert une session en local, un Management Studio en local. Allez, je réinitialise mes compteurs de perf. C'est habituel. Et puis je vais ouvrir une petite application. Hop. Cette petite application va se connecter à mon instance de base de données et puis elle va exécuter une requête. Elle est connectée. Je vais regarder un petit peu les connexions. Ce que je veux vous montrer, c'est que toutes les connexions sont des connexions locales. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait ce qu'il faut. Hop. Si, je sais. Ok. Tac, tac. Bon, je vais pas y arriver. Hop. Donc, toutes les connexions là, c'est de la shared memory. Hein, j'ai pas de réseau. Les quelques connexions, donc le SQL agent, mon application elle est ici, et puis Management Studio, tout ça c'est en local sur la machine et c'est du shared memory. Maintenant, dans mon application, je vais exécuter cette requête. Donc, ah non, j'ai fait une bêtise. J'ai dit dans mon application, donc je réinitialise mon compteur de perf. Voilà. C'est dans l'application que j'exécute cette requête. Donc cette requête, elle est un peu consommatrice. Ce qu'elle va faire concrètement, c'est qu'elle va ramener les 7,7 millions de lignes de ma table Fact Internet Sales, hein, donc de AdventureWorks Data Warehouse 2012, donc une des bases exemples de SQL Server. Et moi, je l'ai un peu poussée, puisqu'elle doit faire 50 000 lignes par défaut, je l'ai poussée à un peu plus de 7 millions de lignes. Et puis, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un certain nombre de lignes qui sont remontées, j'ai un petit compteur qui s'incrémente ici. Ok, hop. Et je vais regarder les attentes. Et là, qu'est-ce que je vois comme attente? Une attente de type Async Network I/O. Voilà. J'ai presque 27 secondes d'attente de type Async Network I/O. Alors dans cette démo, la fausse bonne idée, c'est quoi? C'est de dire, bon ben voilà, ok. Moi je suis DBA, hein, je ne suis pas admin réseau. Je vois une attente sur le réseau. Ok, c'est pas mon problème, c'est le problème des admins réseau. Dans le meilleur des cas, c'est un problème de réseau. Dans le pire des cas, c'est un problème de communication entre l'appli client et le serveur. Mais ça, de toute façon, ça ne me regarde pas. Moi je suis DBA, je suis là pour travailler sur les attentes de base de données. Ça, c'est du client-serveur. Je m'en fous. Alors bien entendu, il faut prendre du recul. Déjà, on est en local. Le fait que j'ai lancé Management Studio et mon application en local sur la machine virtuelle, c'est pour bien vous montrer qu'il n'y avait pas de communication réseau. Donc Async Network I/O, c'est pas vrai, il n'y a pas plusieurs autres qui sont en jeu dans cette exécution de requête.
Donc au mieux, c'est de la communication entre un client et un serveur, même si le client il est local à la machine. Donc déjà, pour ce coup-là, l'admin réseau, c'est pas de sa faute. On le chopera sur un autre sujet, éventuellement. Mais pour le coup, il est hors de cause. Bon. Alors du coup, j'ai une application, donc je pourrais dire, deuxième mauvaise idée, eh ben, c'est un problème du développeur. Bon, encore une fois, je suis DBA, le développeur, s'il ne sait pas coder ses applis, c'est tant pis pour lui. Mais bon, c'est pas que tant pis pour lui, parce que on est quand même un gentil administrateur de base de données. Enfin, j'espère que vous êtes aussi des gentils administrateurs de base de données. Donc du coup, on va aller discuter un peu avec le développeur qui va nous expliquer un petit peu ce que fait son appli. Donc, la fameuse appli que j'ai ici. Et il m'explique qu'il exécute sa requête et qu'ensuite il la récupère avec un mécanisme qui s'appelle le data reader, qui va récupérer les lignes les unes après les autres. Et quand il arrive à 100 lignes, hop, il va incrémenter le petit compteur. Et donc du coup, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'à priori, il récupère une ligne, il fait un petit traitement, puis il récupère une autre ligne, puis il récupère une autre ligne. Donc à chaque fois, il demande à SQL Server, il dit attends, j'ai pas fini de récupérer cette ligne-là, je travaille un peu dessus et je te demande la suivante. Et bien entendu, SQL Server, entre le moment où il récupère la ligne 923 et la ligne 924, qu'est-ce qu'il voit comme attente? Il voit une attente de type Async Network I/O. Donc là, concrètement, mon développeur, il m'a fait un beau cas d'école d'une situation qu'on appelle le rebar. Rebar, c'est l'acronyme de Row by Agonizing Row. Ça veut dire en gros, j'ai un client qui récupère une ligne poussivement, puis qui va demander la suivante, puis qui va demander encore une ligne, puis encore une ligne. Il y a deux grands cas classiques d'applications qui utilisent ça. Une application qui s'appelle Management Studio, que vous avez peut-être déjà utilisé. Management Studio, quand vous faites un select sur une grosse table, et ben, il va vous ramener les premières lignes, et puis ensuite il va vous les amener les unes après les autres. Et ben là, c'est comme s'il paginait ces lignes. Donc du coup, vous prenez une grosse table, vous faites un select étoile from la table, vous regardez les attentes, c'est de la Async Network I/O. Ça, c'est le premier grand classique, donc ça concerne plutôt les DBA. Le deuxième grand classique, c'est quand on a des applications qui présentent des catalogues ou qui font un résultat de recherche, par exemple, sur le web. J'ai une appli web, je fais une recherche sur un mot-clé, il me sort 100 000 résultats possibles. Et bien, il ne va pas m'afficher les 100 000 résultats en une fois. Il va m'afficher la page 1 avec les 10 premières lignes. Et au lieu de ramener tout de suite la page 2 et la page 10 000, eh ben, il va attendre un petit peu avant de travailler sur les lignes suivantes. Et donc, il a fini de rapatrier ses 10 premières lignes, il attend un petit peu avant de travailler sur les autres. Ben, cette attente, c'est vu par SQL Server comme de la Async Network I/O. Donc du coup, on discute un peu avec nos développeurs, on lui dit que récupérer ligne par ligne, donc faire un data reader qui va travailler sur une ligne à chaque fois, juste pour afficher cette petite barre de progression, c'est pas forcément pertinent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est peut-être que ça aille plus vite et que ça consomme moins. Donc du coup, notre développeur, il nous a fait le même programme, mais au lieu de faire une exécution avec rapatriement ligne par ligne, il a fait la même exécution avec un rapatriement tout d'un coup. Donc je réinitialise mes stats. Hop. Et puis, j'exécute la même requête, mais en mode batch. Donc c'est plus le même data reader. Là, la progression, je ne la vois plus. Si je regarde les attentes, j'ai quand même 7000 lignes à rapatrier. Donc j'ai quand même des attentes de type Async Network I/O, puisqu'il va quand même pousser des lignes. Sauf que voilà, les attentes, au final, elles sont beaucoup moins grandes. Donc on n'est plus de l'ordre de 29 secondes comme tout à l'heure, on est passé à 10 secondes. Okay. Donc simplement parce que j'ai discuté avec mon développeur et qu'on a convenu ensemble que cette petite barre de progression n'était pas intéressante, qu'il était peut-être plus intéressant de rapatrier l'intégralité des lignes et ensuite de travailler en mémoire sur son result set, et ben, lui il a gagné en temps de réponse et moi j'ai moins d'attente, donc je suis content. Voilà pour la démo sur Async Network I/O. Vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Donc celle-ci, vous pouvez vraiment la refaire. Je vous dis, vous prenez une grosse table, vous faites un select étoile from la table dans Management Studio et vous allez obtenir le même résultat. Alors, dans l'Async Network I/O, la fausse bonne idée, ça a été de blâmer l'infrastructure réseau et de rien faire en base. De dire c'est un problème externe à la base de données, donc ça ne m'intéresse pas. En général, vous bossez tous dans la même boîte, donc c'est peut-être pas mal de se sentir un peu concerné par les problèmes, même s'ils ont l'air que connexes à la base de données. L'attitude correcte, ça a été d'identifier le ou les traitements qui étaient victimes de cette attente et de comprendre le fonctionnement du data reader et de voir comment on pouvait adapter le traitement pour que cette attente elle soit réduite à
à sa plus simple expression. OK? Je ne vous ai pas perdu, je ne vous ai pas endormi. Je continue. J'ai une petite démo, ça faisait longtemps. Alors, une démo sur les missing indexes. Hop, je relance Management Studio. Non, c'est pas le bon, c'est le 2012. Ça ne m'intéresse pas, c'est le 2014 que je veux. Hop. Donc pendant que je travaille sur ma démo, qui utilise régulièrement ou même anecdotiquement la fonctionnalité Missing Indexed de SQL Server? Soyez pas timide. Hein. OK. Qui ne voit pas du tout de quoi je parle? D'accord. Alors, les Missing Indexes, c'est une fonctionnalité qui est plutôt sympa dans l'absolu, qui est venue avec SQL Server, je ne sais plus si c'est 2005 ou 2008. 2005, merci. Et très concrètement, quand l'optimizer exécute une requête, il met de côté une information qui dit, ben, là, si j'avais eu un index pour telle requête, je pense que j'aurais gagné 75-80% du temps de traitement, parce que j'aurais fait beaucoup moins d'IO. Et cette information-là, il la stocke, et il nous propose de la restituer sous forme d'un ensemble de vues système qui s'appelle sysdmdb, missing index quelque chose. Je pense que vous aurez plus d'informations sur ces vues dans la session de Christophe qui viendra tout à l'heure. Voilà, donc en gros, on a la possibilité de récupérer des informations sur des index qui auraient pu être pertinents pour notre requête, donc qui auraient pu permettre d'accélérer le temps de traitement d'une requête et accessoirement de résoudre les ressources qui sont brassées. Donc, je ne vais pas vous refaire les variables de type table. Hop, c'est les missing indexes qui nous intéressent. Donc, je débute mon TP en réinitialisant mes compteurs de stats. Je rappelle un petit SQL Query Stress qui fait une petite mise à jour. Alors ça, c'est une information, le DBA n'en a pas connaissance. Mais nous, on sait qu'on a une requête en update et que cet update, il met à peu près 5 centièmes de seconde à tourner. Je vais l'arrêter. Et comme le DBA, dans la démo précédente, il a montré que ce n'était pas un ours qui était au fond de sa caverne qui savait discuter avec les développeurs et les utilisateurs, au bout d'un moment, les développeurs et les utilisateurs sont revenus le voir pour lui dire, voilà, on a une requête, et cette requête, elle est identifiée comme lente. Est-ce que tu pourrais nous aider à travailler dessus? Donc le DBA tout content d'avoir un sujet de perf va s'en donner à cœur joie. Alors, hop. Donc j'exécute ma requête au moins 2 fois pour ne pas faire trop d'IO sur disque. Ok, je brasse pas mal de données. Bon, ça va assez vite. Hop. Mais ce que je vois, c'est que... alors, attends, si j'ai dit ça va assez vite, mais moi je suis passé peut-être un peu trop rapidement dessus. Hop, j'ai un temps de réponse qui est de l'ordre de 145 millisecondes pour cette requête. Donc, ça nous fait relativiser sur le client qui nous dit que cette requête est lente, mais bon. Et puis si je regarde le plan d'exécution, comme je suis dans une version supérieure à 2005, j'ai directement l'information, l'optimizer ne s'embête pas, il me dit, voilà, dans ta requête là, il y a un index qui n'existe pas. Si cet index existait, j'estime que tu gagneras à peu près 70% de temps de traitement. Ok, j'ai plein de trucs à faire en tant que DBA sur d'autres environnements. On me mâche le boulot. Et je vais suivre cette recommandation. Donc je vais créer mon index, l'index qui m'a été proposé. Hop. Je crée l'index, ça a été super rapide en plus. C'est chouette. Et puis je vais exécuter ma requête. Hop. Donc, je vais exécuter ma requête. Allez, regarde 3 fois pour aller dessus. Je regarde le temps de réponse. Tout content d'avoir gagné pas mal de temps. Ah bah non, tiens. J'ai perdu. Les 70% de gains, ils ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que je suis sûr qu'il a quand même utilisé mon index? Peut-être que pour une raison ou pour une autre, il ne l'avait pas utilisé. Ah non, il est bien là, mon index. Bon, en gros, l'optimizer, là, il m'a un peu raconté des cracks, parce que l'index qu'il m'avait préconisé, il n'a pas du tout permis d'obtenir une requête plus rapide. Et pire que ça, je n'avais pas fait attention tout à l'heure, mais ma requête en update, forcément, comme elle a un index de plus
à mettre à jour, elle est plus lente. Donc là, j'avais une requête qui tournait à peu près en 5 centièmes de seconde, et là, j'ai presque fait un x6 sur le temps de cette requête. Donc si cette requête, elle entre dans le chemin critique d'une application, et qu'elle est exécutée très fréquemment, eh ben, je vais un peu me faire tirer les oreilles avec le missing index, avec la recommandation de l'optimizer que j'ai appliqué comme ça, en voulant gagner du temps. Alors vite, hop, pour essayer de limiter un peu la casse. Ah non, pour limiter la casse, où est-ce qu'il est? Je vais supprimer mon index. Hop. Et puis, eh ben, il faut que je retourne voir mon développeur ou mon client. Et un truc qui est pas mal à faire, qu'on ne fait pas suffisamment souvent à mon goût, c'est d'aller discuter avec les utilisateurs. Parce que si nous, on peut être les grands maîtres de l'optimisation, du modèle physique, etc., eh ben, une requête qui est mal foutue, elle est mal foutue. Donc c'est en connaissant l'information fonctionnelle qu'on va peut-être pouvoir avoir un nouvel axe d'amélioration. Donc je vais discuter un peu avec mon client, il m'explique un petit peu sa requête. Donc en gros, sa requête, elle consiste à rapatrier des informations sur une table de vente pour faire un top 10 des meilleurs produits vendus, je crois, ou des meilleures réductions. Et puis, si je regarde un peu les filtres, eh ben, il me dit que dans la table Sales Order Detail, line total, il commence à 1. Donc c'est un compteur qui, par article dans une commande, il commence à 1. Donc du coup, j'ai une closeware qui ne sert à rien, parce qu'elle est fonctionnellement toujours vérifiée. Et puis il me dit aussi que la quantité d'une commande, elle est forcément toujours de 1. On ne fait pas de commande vide. Donc concrètement, j'ai deux filtres qui servent à rien. Un filtre, c'est la conso CPU. Et puis surtout, c'est une orientation vers l'utilisation d'un index. Donc, j'ai pas forcément grand-chose à perdre à supprimer ces filtres qui fonctionnellement ne correspondent à rien. Enfin, disons que moi, je sais que je vais avoir 100% des résultats avec ces filtres. Donc, du coup, j'enlève les filtres et puis je réexécute ma requête. J'ai supprimé mon index de tout à l'heure. Et si je regarde ma requête, une fois que les filtres ont été supprimés, ben, j'ai beaucoup moins d'opérations. Et du coup, je passe à un temps d'exécution de 38 millisecondes. Donc au final, ce n'est pas créer un index qui m'a permis d'améliorer le temps de traitement, c'est bien réfléchir un petit peu, regarder avec l'utilisateur la partie fonctionnelle de la requête pour m'apercevoir entre autres que j'avais de la redondance sur une partie de filtre. Bien entendu, comme l'index que j'ai créé, je l'ai supprimé tout à l'heure, ma petite tâche qui tourne et qui fait plein d'updates, elle va retourner à un temps moyen de 5 millisecondes. Donc, parmi ceux qui utilisaient occasionnellement ou régulièrement les missing indexes, après cette démo, est-ce que vous avez toujours autant envie d'aller les utiliser ou pas? Ah mais fort heureusement, alors attendez, qu'on soit clair, les démos que je fais, j'essaie de prendre à contresens des grandes vérités. Mais si c'est des grandes vérités, à la base, j'espère qu'il y a quand même quelque chose qui est véridique. Donc bien entendu, là, je me suis appliqué, j'ai eu du mal pour certaines démos, je me suis appliqué à vous montrer que ça ne marchait pas dans tous les cas. Mais fort heureusement, de toute façon, Microsoft n'aurait même pas implémenté la fonctionnalité si dans l'absolu, ça ne servait à rien. Voilà. Pardon? Tout à fait. Alors, ouais, on est d'accord. En plus, moi, je fais le bourrin, j'ai qu'un environnement de prod, puis je ne peux pas m'embêter. Je peux faire une petite économie de licence en n'ayant pas d'autre environnement, j'y vais. Alors, celui-ci, je l'ai pas mal torturé pour obtenir quand même un résultat, parce que c'est pas souvent que vous allez avoir une requête qui va être plus coûteuse, même sur le select après création d'un index. J'ai exploité plusieurs des failles des missing indexes. La première, c'est une faille qui n'est pas petite, c'est que missing indexes, il n'arrive pas à nous donner un ordre pertinent des colonnes. Quand vous créez un index, c'est la sélectivité qui vous intéresse. C'est-à-dire que si j'ai deux colonnes, une colonne qui travaille, si j'ai une table de personnel, la première colonne c'est l'identifiant, c'est le numéro de sécu et la deuxième colonne c'est le sexe de l'employé. Si je spécifie le sexe de l'employé, je vais a priori diviser par 2 le nombre de lignes. Si je spécifie le numéro de sécu, a priori je vais me retrouver avec une seule ligne. Donc si j'ai un index qui doit porter sur ces deux colonnes, il sera infiniment plus pertinent s'il fait d'abord numéro de sécu, puis sexe, que d'abord sexe, puis numéro de sécu. Le missing index, il ne connaît pas la sélectivité des colonnes, donc il est incapable de nous proposer l'ordre des colonnes pour son index.
Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'il va nous donner des informations sur le gain pour cette requête. Il ne va pas du tout analyser la charge et nous dire, attention, sur telle table, j'ai beaucoup de mises à jour, donc il y a un impact non négligeable sur le coût. Cette information, vous pouvez la voir, vous pourrez la voir quand vous aurez écouté la session de Christophe tout à l'heure, mais de manière rapide là. Alors j'étais où? J'étais dans AdventureWorks 2014. Ça fait un certain temps que Microsoft nous met à disposition des rapports, et ces rapports, ils incluent entre autres Index-UG Statistics. Index-UG Statistics, il va nous dire, bah voilà cet index depuis que j'ai réinitialisé mes compteurs. Combien de fois est-ce qu'il a été utilisé pour faire du balayage, combien de fois est-ce qu'il a été utilisé pour faire de la recherche dichotomique, et combien de fois est-ce qu'il a été utilisé en mise à jour. Donc ma table, c'est Sales Order Detail. Sales Order Detail, je vois que ma primary key, elle a été utilisée pas mal de fois pour de l'update. Plus de fois qu'est-ce qu'elle a été utilisée pour du scan. L'info, elle est ici. User scan ici, user update ici. Okay. Donc au moins, si je veux suivre la préconisation d'un missing indexes, je regarde si l'objet sur lequel je vais créer mon index n'est pas très fortement sollicité en termes d'activité transactionnelle. Voilà. Donc dans cette démo, la fausse bonne idée, ça a été de suivre sans prendre de recul les recommandations du missing indexes. Donc je vous l'ai dit, hein, le missing indexes, il ne sait pas ordonner les colonnes. Il va nous proposer, si on a une table qui a des colonnes A, B, C, D, et s'il nous propose un index sur les colonnes B et D, il ne nous proposera jamais un index sur les colonnes D et B. Il va utiliser l'ordre de création, enfin l'ordre d'apparition des colonnes dans la table. C'est entre autres grâce à ça que j'ai pu le berner dans la démo. Bien entendu, il ne tient pas compte de l'activité transactionnelle, donc de son impact sur la table. Et puis, bah, c'est logique, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, comme on dit. Il n'ira jamais aussi loin qu'une analyse fonctionnelle de la requête, même si c'est une analyse qui est assez rapide. Est-ce que vous avez des questions sur cette démo? Ok. Alors, dernière démo, hop, les requêtes lentes. Alors, la démo sur les requêtes lentes, j'ai d'abord une petite phase d'initialisation. Je vais lancer, est-ce qu'elle est un peu plus compliquée celle-là? Hop, je vais lancer ça. Et je vais lancer ça. Donc, vous n'avez rien vu, la démo n'a pas encore commencé. Mais en fait, elle commence la démo parce que j'ai mis un mécanisme de supervision de mon instance de base de données. Et ce mécanisme de supervision, bah, à minima, hop, il va regarder la charge sur la machine. Et qu'est-ce que je vois là? Je vois que, donc c'est une machine avec 3 virtual CPU, et bien les CPU ils sont complètement saturés. J'ai 100% d'utilisation CPU sur ma machine. Bien entendu, une machine qui sature à 100%, c'est jamais très très bon. Alors le premier truc qu'on fait, c'est on s'assure que c'est bien SQL Server qui est le principal consommateur, hein, qu'on n'a pas un antivirus, qu'on n'a pas une partie serveur d'application. Maintenant, si je regarde, effectivement, c'est bien SQL Server qui est le principal, voire l'unique consommateur de CPU. Bon. Donc, j'utilise l'Activity Monitor. Et l'Activity Monitor, j'espère qu'il va me permettre d'identifier là où les requêtes qui sont à la source de cette saturation CPU. Donc, il faut qu'il se calibre un petit peu l'Activity Monitor. Hop. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai le ventilo de ma machine qui commence à souffler pas mal. Voilà, alors il me ressort 2 requêtes. On va mettre sur pause. Hop. Il me ressort 2 requêtes. La première requête, c'est une requête, c'est une des requêtes de l'Activity Monitor. La deuxième requête, elle est ici. J'ai une requête qui consomme beaucoup de CPU, qui fait pas mal d'IO, physique, logique, et qui a un temps moyen d'exécution qui est très long. Ok, c'est clair, j'ai trouvé ma requête. Si je regarde le texte de ma requête, il est là. Okay, donc moi, je l'ai remis ici. Hop. Donc j'ai identifié la requête qui était a priori à l'origine de cette saturation. Alors je ne vais pas l'exécuter cette requête parce que j'ai vu que le temps moyen d'exécution tout à l'heure c'était 70 secondes. Donc on est là pour faire une démo assez rapide, je ne vais pas m'embêter
à vous jouer des claquettes pendant 70 secondes. Par contre, je jette un coup d'œil à la requête. La base qui est utilisée, c'est AdventureWorks DW 2012, donc c'est une base data warehouse, je m'attends à avoir de la donnée. Ma première table, elle s'appelle Fact Internet Sale, donc c'est une table de fait a priori, et puis je fais des jointures avec des tables de dimensions. Là, pour le coup, ça fait quelques temps que je regarde les nouvelles fonctionnalités de SQL Server, je sais que je suis en 2014, et bien là, je vais peut-être pouvoir m'amuser avec les cluster column stored index. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir soit en direct, soit sur une des chaînes YouTube, la présentation qu'avaient fait Aurélien Coppel et Fred Pichot pour les Tech Days 2014 sur la partie in-memory de SQL Server 2014. Il y avait une partie sur Hekaton, donc les tables en mémoire que je vous ai montré tout à l'heure, et il y avait une partie sur ce qu'on appelle le stockage vertical. Donc, en quelques mots, c'est un concept qui consiste à stocker non plus des lignes, de faire ce qu'on appelle un stockage vertical. Donc le stockage classique, c'est je prends une ligne et dans ma page, j'ai toutes les colonnes de ma ligne. Le stockage vertical, c'est j'ai un ensemble de colonnes dans une seule et même page. Dans une table de fait, on peut avoir facilement plusieurs centaines de colonnes et plusieurs millions ou milliards de lignes. Et souvent, ce n'est pas un select étoile qu'on va faire, on va faire un select de quelques-unes des colonnes. Donc si je dois brasser des millions de lignes et qu'il y a quelques colonnes dans ces lignes qui m'intéressent, je suis quand même obligé de rapatrier l'intégralité des pages, puisque toutes les colonnes de ma ligne sont dans les mêmes pages. Et ben, un des gros gains du cluster column stored index, c'est que quand je ne veux sélectionner que quelques colonnes sur la partie filtre ou sur la partie rapatriement, et surtout que je veux faire des agrégats, et ben, je me retrouve à gagner considérablement sur les temps de réponse. Donc, hop, j'ai bien imprimé le son sur les cluster column stored index. Au final, qu'est-ce que j'ai fait là pour la démo? J'ai créé à partir de mes tables classiques de fait et de dimension, des tables de fait et de dimension qui sont stockées en cluster column stored index. Et puis je vais exécuter la requête contre ces nouvelles tables. Alors j'ai oublié de faire le use. Donc c'est la fameuse table de 7,7 millions de lignes que j'avais tout à l'heure dans la démonstration sur le rebar. Je vais l'exécuter. Normalement, elle ne prend pas 70 secondes. Ben voilà. Donc pour une première exécution, allez, on va faire une deuxième exécution, maintenant tout est monté en mémoire. On a vu, la première exécution, elle était à 9 secondes. La deuxième, voilà, 4 secondes. Ben voilà. J'ai trouvé clairement un moyen de réduire considérablement le temps de traitement de ma requête. Je suis passé de 70 secondes à 4-5 secondes. Alors, là où cette démo devient un petit peu tordue, c'est que l'outil SQL Query Stress ne permet malheureusement pas de dire j'exécute une requête toutes les n secondes. Donc moi, si je veux simuler cette activité, le fait que là, au final, je suis à 65 secondes et que j'ai gagné du temps, eh ben, je n'ai pas d'autre solution que de mettre un délai, donc de faire un wait for quelque chose dans ma requête. Donc concrètement, je vais arrêter cette exécution de batch. Hop. Et puis, je vais appeler, où est-ce qu'elle est là? Hop. Je vais appeler un nouveau batch qui travaille maintenant sur mes tables cluster column stored index, et puis qui fait un petit wait for delay. Idéalement, j'ai gagné 60 secondes, je pourrais faire un wait for delay de 60 secondes, et là du coup, je ne verrai plus du tout ma requête. Donc l'idée, c'est de dire j'ai réussi à diminuer le temps d'exécution de cette requête, donc j'ai baissé la charge associée à cette requête. J'exécute ma nouvelle requête. Au final, ça se trouve, elle a déjà fini de tourner, mais elle est en train de faire un wait for. D'ailleurs, je vais les vérifier. Hop. Donc, je réinitialise mes compteurs de perf. Ah oui, je peux rejeter un coup d'œil à Activity Monitor, je l'avais mis sur pause. Hop. Je vois bien ma nouvelle requête. Je vois bien l'ancienne qui est ici et je vois que la nouvelle, elle est considérablement moins consommatrice que l'ancienne. Si je regarde les attentes, il y a du CX packet. On arrête de s'inquiéter sur les CX packets, mais il y a quand même du SOS qui est du RAID. Donc il y a quand même quelque chose qui tire très fort sur les CPU. Et puis, ce qui m'intéressait, c'est quand même la sonnette d'alarme qui dit attention, je suis à 100% de CPU. Et voilà, par contre, ça n'a pas bougé. Donc la requête que je croyais avoir identifiée comme étant la cause du problème, c'était une requête
qui prenait du temps, mais ce n'est pas celle-ci qui était à la source de la charge, la charge sur mon instance, enfin sur ma machine. Donc il va falloir que j'enquête ailleurs. Hop. Donc si je regarde l'Activity Monitor que j'ai lancé, au niveau d'attente, il n'y a rien. Les requêtes coûteuses, en gros j'ai cette requête-ci et puis tout le reste, on voit, hein, ça tape entre autres dans TempDB ou sinon, je sais pas, on va prendre celle-ci par exemple. Alors, il n'est pas content bien sûr. Ce sont des requêtes qui travaillent que sur des objets système. Bon, c'est pas ça. Donc en gros, Activity Monitor, si je regarde les process, je vois pas grand chose non plus. Je vois qu'il y a des petits process qui tournent, mais pas de blocage, pas de trucs comme ça. Je vois le wait for de tout à l'heure. Ok, donc en gros, là, Activity Monitor ne me permet pas d'obtenir les informations sur la cause de ma saturation. Donc il va falloir que j'aille voir ailleurs. Ce ailleurs, c'est quoi? Eh bien, si vous avez... alors pas forcément la session de ce matin, parce que David en parlait un petit peu, mais pas tant que ça, mais si vous étiez là sur les sessions qu'on faisait avec David les années précédentes, nous on revient toujours aux attentes. Donc s'il se passe quelque chose dans votre instance de base de données, c'est soit quelque chose qui tourne, soit quelque chose qui attend de pouvoir s'exécuter. Donc si on regarde sur les attentes, j'avais un peu de CX package, j'ai du wait for, c'est ma fameuse grosse requête corrigée, et puis j'ai rien. Donc même au niveau des attentes, je vois strictement rien. Je ne vais pas m'arrêter là. Là, hop. Si je regarde les attentes, je regarde sysdmos waiting task. Rien ne m'empêche de regarder dans sysdmos task. Hein, j'ai dit que j'avais pas mal d'activités sur le CPU, j'avais pas mal de petites requêtes a priori, puisque j'avais du SOS Scheduler Yield. J'ai pas mal de petites requêtes qui travaillaient activement dans les CPU. Je devrais les retrouver ici. Parce que si elles ne sont pas en attente et qu'elles ne sont pas en train de tourner, là, je vois pas. Donc je regarde effectivement dans mes requêtes, enfin dans mes tâches qui sont en train de tourner, donc mes requêtes qui sont en train de s'exécuter, et effectivement c'est toujours la même chose qui revient. Donc je vois une requête ici. Hop. Donc j'ai affiché le plan d'exécution. Ce qui m'intéresse c'est plutôt hop, le texte de ma requête. Voilà, donc j'ai identifié ma requête. Non, c'est pas la bonne plutôt. L'effet démo, c'est fabuleux. Elle est là, la petite. Tac. J'ai mis ici une index, c'est super, mais surtout c'est le texte qui m'intéresse. Voilà, j'ai identifié ma petite requête. Hop. Voilà. Donc j'ai quand même réussi à identifier la petite requête, elle est ici. Hop. Cette petite requête, encore, hein, elle tape sur FAC Internet Sales et elle travaille sur une de ces tables de dimension. Il est probable que si je réapplique le même mécanisme d'utilisation de cluster column stored index, je sois gagnant. Sauf que malheureusement, je ne peux pas le faire ici. Parce qu'il y a certaines contraintes qui nous empêchent de créer des tables du stockage vertical. Et entre autres choses, sur dim product, j'ai une colonne qui s'appelle large photo et qui est en var binary max. Et var binary max, ça ne nous permet pas d'avoir du stockage vertical. Et puis, une table en stockage vertical, si je commence à faire une jointure avec ma table classique, c'est pas ce qui est le mieux en termes de perf. Je risque de ne pas gagner grand-chose. Donc du coup, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de réduire la consommation de cette requête. Réduire la consommation de cette requête, on le voit ici, c'est a priori réduire soit les données brassées sur FAC Internet Sales, soit les données brassées sur dim product, soit idéalement les deux. Donc je sais que c'est une table de dimension et une table de fait, qu'elles sont a priori pas modifiées. Je pourrais aller regarder dans Index UG Statistics pour m'assurer que j'ai très peu de modifications. Donc a priori, je peux m'amuser à créer des index. Et puis en regardant, j'ai des colonnes de jointure, j'ai des colonnes sur lesquelles j'ai une closeware et j'ai une colonne avec un order. Je vais créer mes index. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est pas forcément ce qui m'a amené à choisir ces index avec ces colonnes dans la partie filtre et dans la partie include. C'était pas le but de la démo. Mais voilà, je vais créer des index pour essayer de casser un petit peu les IO qui vont être brassés dans ma requête. Alors, c'est quand même ma table de 7 millions de lignes, donc la création d'un index dessus, c'est un petit peu long. Surtout si j'ai d'autres requêtes qui tournent. Donc, si j'arrête mes requêtes, je vais m'apercevoir que ça va quand même aller un petit peu plus vite.
ce qui m'intéresse, c'est ici de voir, donc j'ai une exécution à peu près, enfin, une demi-seconde à peu près par exécution. Si je regarde là, le temps d'exécution, ça a l'air d'être quand même un peu meilleur. Donc il travaille quasiment plus sur Fact Internet Sales. Moi, il travaille sur Dim Product encore. J'ai peut-être été un peu violent en créant mon index qu'il n'est probablement pas utilisé sur Dim Product, mais j'ai quand même cassé les IO brassés, enfin cassé les pages qui ont été brassées, donc a priori j'ai quand même réduit considérablement le temps de réponse. Si je réexécute ma requête, elle est là, hop. On va regarder le temps moyen d'exécution. Ah ouais, okay. Là j'ai pas mal gagné. Alors même chose, pour pallier à une fonctionnalité qui n'existe pas dans ce merveilleux outil qui est SQL Query Stress, et ben, hop, je prends ma petite requête et j'ajoute un wait for derrière. Donc, je suis passé très rapidement, mais on est à peu près à 0,5 secondes de temps d'exécution moyen. Là, je suis passé à 0,05. Bon, je rajoute un petit wait for pour montrer qu'il va se passer du temps. Entre deux exécutions, il va pouvoir se passer plus de temps, entre guillemets. Donc du coup, que je vais baisser la charge. Alors, hop, le temps d'exécution moyen, il est quand même assez réduit. Il correspond concrètement, massivement à mon wait for delay. Si je regarde, si je regarde ce qui tourne, je vois quasiment plus que le wait for. Est-ce que je vais trouver autre chose? Ben non. Donc dans les requêtes en attente, il n'y a rien. Enfin, il n'y a que mon wait for. Dans les requêtes qui tournent effectivement, je la vois, mais c'est très furtif comme temps d'exécution. Donc j'ai bien gagné sur le temps d'exécution, donc a priori, j'ai bien gagné sur la charge totale sur ma machine. Et effectivement, si je regarde, c'est trop beau pour être vrai ça quand même. Je vais lancer l'autre quand même. Ouais, ça remonte encore, mais ça devrait redescendre. Donc globalement, la charge moyenne sur ma machine, elle a chuté. Okay. Donc cette dernière démo, elle était un peu tirée par les cheveux parce que je suis obligé d'introduire du wait for pour montrer que la charge baisse, et je suis en train de vous dire que si je mets du wait for, la charge baisse, donc la charge baisse. C'est un petit peu bizarre, mais j'espère que vous avez compris. L'idée, c'est que je suis parti à la chasse d'une requête consommatrice qui passait complètement sous le radar de l'Activity Monitor parce qu'il n'y avait pas d'attente et parce qu'il n'y avait pas de consommation en soi, c'est parce qu'elle a été lancée à très haute fréquence et en parallèle qu'elle contribuait à une forte charge CPU. Et donc j'ai identifié cette requête, j'ai pu baisser son coût, et donc du coup, normalement, j'ai une charge qui est à moins. Et bien voilà. J'ai perdu. Donc, si on fait un petit débrief sur cette nouvelle démonstration, la fausse bonne idée, ça a été au final de faire l'amalgame entre les requêtes lourdes, ou les requêtes lentes, et les requêtes qui contribuent à la charge sur l'instance. Et puis, la deuxième fausse bonne idée, ça a été de se limiter à Activity Monitor. On a vu que là, je passais complètement sous les radars de Activity Monitor. Donc, l'attitude correcte, ça a été de revenir sur ce qui s'exécute effectivement en base. Donc, ce qui s'exécute, c'est soit des tâches qui attendent, soit des tâches qui sont en train de tourner. Donc, si elles sont en attente, elles sont dans système OS Waiting Stat, et si elles sont en train de tourner, elles sont dans système OS Tasks. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette dernière démo. Non. Il est temps de finir. Alors, une petite conclusion. J'espère que au travers de ces 5 démos, je vous ai convaincu qu'il fallait se méfier comme de la peste des conseils empiriques. Alors, on est d'accord, il y a pas mal de situations dans lesquelles ça va marcher, mais ces démos-là, elles sont là pour vous rappeler que ça ne marchera pas toujours. Donc, parfois, eh bien, ça va empirer la situation. Essayez de préférer les approches scientifiques, c'est-à-dire on propose une théorie, on teste et on valide ou on réfute la théorie. Alors ça veut dire effectivement ne pas se précipiter sur l'environnement de prod, mais on a suffisamment d'outils à disposition dans les versions modernes de SQL Server, entre les rapports, entre toutes les vues et fonctions de gestion dynamique que vous présentera Christophe tout à l'heure, pour avoir vraiment de quoi valider une théorie. Il n'y a vraiment plus aucun problème. Il faut rester aussi conscient de la portée d'une modification. Ça, c'est plutôt pour la partie CX Packet. Hein, j'ai joué avec le MaxDop, j'ai fait du SP configure, donc j'ai joué avec la configuration globale de mon instance
Donc l'impact, c'était tous les traitements qui ont lieu sur mon instance. Si vous avez des instances dédiées à des applications, ça passe encore. Si vous avez des instances qui sont des instances mutualisées, ça peut être vraiment catastrophique. Si je travaille au niveau objet, concrètement si je joue avec l'indexation par exemple, eh ben, c'est tous les traitements qui sont liés à mon objet qui vont être impactés. Encore une fois, le petit update que j'avais fait sur les missing indexes, il a été pénalisé par la création de mon index. Et puis au niveau d'une requête, il faut quand même se méfier de la concurrence à l'exécution. Si j'ai une requête qui a un comportement qui est modifié, selon sa façon de s'exécuter, selon les verrous qu'elle va poser, eh ben, on va quand même avoir un impact sur les autres requêtes. Et donc je vous invite très fortement à utiliser les outils de diagnostic qui sont intégrés à SQL Server, les rapports, je vous ai montré un tout petit peu les rapports là-dessus, mais surtout ce qu'on appelle les DMV, donc les Dynamic Management Views et les Dynamic Management Functions. Et pour ça, il suffit que vous restiez sur votre siège bien tranquillement et que vous attendiez le début de la présentation de Christophe. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir ensemble. Je ne sais pas si ce que vous avez vu vous a plu, si ça correspondait à ce à quoi vous aviez en tête en venant. C'est fabuleux. N'oubliez pas que les évaluations, c'est important. Alors, c'est important pour nous parce que ça nous permet d'avoir un retour sur les sessions. Ça nous permet de savoir ce qui a plu, ce qui n'a pas plu et de vous proposer des choses encore plus intéressantes l'année prochaine. Puis, c'est intéressant pour vous parce qu'en plus, vous pouvez gagner des cadeaux. Donc, il ne faut pas vous payer. Il suffit d'utiliser le flash tag qui est là et vous arrivez directement sur gus.pro/JSS. N'oubliez pas qu'on parle des évaluations des sessions de la deuxième journée. Puis voilà.